Alors, je laisse Amélie-Laurence Fortin. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce soir. C'est un plaisir de pouvoir partager ces moments de parole avec un public parfois. Le paysage miraculeux, c'est une exposition que j'ai construite à Sporobol, en fait, qui est l'acte 3 d'une série qui s'appelle Le Roc étincelant. La série des 4 actes est inspirée de ma relation au paysage, qui est une relation particulière parce que c'est une relation qui est effectivement inspirée de l'explorateur. L'explorateur m'a toujours inspiré ou intéressé parce qu'il est une figure romantique de l'avancée de la connaissance. Donc, je ne ferai pas l'apologie, etc., de l'explorateur, mais depuis les débuts des temps, les hommes se déplacent. Et puis, après un certain moment donné, les déplacements sont devenus de plus en plus rapides, de plus en plus condensés, jusqu'à devenir des explorations très extravagantes, très épouvantables aussi, très magnifiques. On parle, puis on avance comme ça jusqu'à la collecte des territoires, la collecte des colonies, la collecte des peuples. Finalement, on arrive aux collectes des montagnes, collecte des rivières, collecte des océans, collecte des exploits. Donc, l'explorateur, pour moi, quelque chose de très fascinant, pour aller de façon brève, parce qu'il est parti d'un phénomène de déplacement dans le territoire pour aller à un phénomène de plus en plus petit qui est dans la collection des territoires ou des actes du paysage. Donc, ma relation par rapport à l'explorateur, c'était pour moi de devenir moi-même explorateur. Donc, cette relation-là romantique, j'ai voulu la confronter à un certain moment dans ma pratique artistique, puis je l'ai développée jusqu'à en faire le fondement de ma recherche. Donc, à un certain moment donné, j'ai commencé à explorer des territoires pour le travail, pour en plantant des arbres, des choses comme ça, me rendant dans des endroits complètement exotiques, se faire lancer avec un hélicoptère dans des lieux comme ça, aller confronter des paysages complètement débiles avec des pluies torrentielles, puis devoir travailler au travers. Puis, à force d'avancer de plus en plus loin dans ces risques du territoire, j'ai décidé d'accomplir des grandes expéditions. Évidemment, on n'explore pas avec 5 000 $ comme on explore à l'époque ancienne avec des millions de dollars pour aller en Antarctique ou pour aller faire le passage du Nord-Ouest. Mais à mon échelle, j'ai décidé de rencontrer ces paysages-là dans une situation où je pourrais me poser la question, est-ce que c'est possible ou non de faire de l'art dans une situation d'exploration? Est-ce que c'est possible ou non d'être un artiste quand on explore, quand on devient un explorateur? Parce que, je m'intéressais à tous les artistes qui ont suivi qui ont été dans les bateaux, qui ont suivi Darwin, qui ont suivi les grandes expéditions scientifiques et d'exploration de territoire. Je me disais, quelle chance ils ont eu, ces hommes et ces femmes qui ont pu dessiner les paysages qu'ils voyaient, faire tracer des cartes, etc. Donc, ma relation romantique était là. Puis, à force de me confronter à des situations de survie, dont une, par exemple, en Alaska, où je devais descendre 3000 km en kayak de mer en survie sans communication avec l'extérieur, à partir d'Homer jusqu'à Vancouver. C'est là que je me suis rendu compte que c'était impossible. Que c'était impossible pour moi d'être un artiste puis un explorateur à la fois parce que la survie était plus forte que la volonté artistique. C'était impossible de créer en situation de survie. C'était absolument impossible. Je l'ai vécu au départ, quand je suis revenue, je l'ai vécu comme un très, très grand échec parce que j'avais un objectif clair qui était très mental, on va dire. Là. Donc, j'avais un objectif clair, c'était de revenir avec un résultat. Je suis revenue avec aucun résultat. Donc, à part l'expédition, l'histoire, etc. Donc, de là est apparue une série, une méthodologie, une façon de travailler puis une nouvelle approche de ma pratique artistique, dont le paysage miraculeux est le 3e acte. Donc, de cette relation-là que j'ai eue avec le territoire en situation de survie, j'ai décidé de développer cette approche-là que moi, c'est très personnel évidemment parce que je ne suis pas scientifique, je suis artiste. Donc, mon approche était dans la sensation, puis je reste encore dans la sensation, dans la façon que je l'exprime, c'est de
définir le sublime, mais définir le terrifiant. Pour moi, le sublime, c'est la relation qu'on a à la beauté et à la terreur. Donc, ça a été très développé, disons, à la fin du 20e siècle avec le romantisme allemand. Mais plus avant, dans ma pratique, c'est vraiment ça que j'essaie de travailler avec. Donc, dont l'acte 1 Le roc étincelant s'appelait La chambre des idoles, où j'explorais les figures d'explorateurs. Donc, excusez-moi d'utiliser le même mot deux fois. Donc, explorer la figure de l'explorateur. Donc, j'ai décidé d'étudier les grands explorateurs à partir du 16e siècle, voir lesquels étaient les plus signifiants, selon un code de morale que je m'étais imposé, qui était une limite certaine. Donc, j'ai enlevé tous les explorateurs que je trouvais arrogants, j'ai enlevé tous les explorateurs que je trouvais pas gentils, j'ai enlevé tous les explorateurs corporatifs, j'ai essayé de faire un tri dans tout ça, puis j'ai choisi 4 figures qui m'intéressaient plus particulièrement, plus que les autres. Et puis, j'en ai fait... Scientifiques. Peut-être pas. Je ne sais pas si Amundsen, c'est pas un scientifique. Est-ce que c'est un scientifique? Oui et non. Oui. Donc, il y avait Amundsen, il y avait Ibn Battuta, qui a marché du Maroc jusqu'en Chine, il y a très, très longtemps. Il y avait Hillary, qui a été le premier occidental à monter l'Everest. Et puis, il y avait James Cook. Parce que James Cook est finalement devenu ma figure mythique parce que James Cook, dans son échelle de vie, est parti du plus bas rang en navigation pour arriver au plus haut. Donc, il a aussi établi par cette montée en échelle, accordée par sa valeur et sa compétence, un respect immense auprès de son équipe. Puis il y a quelque chose de magnifique autour de ce personnage-là. Donc, je suis allée dans l'histoire de ce personnage-là, puis à force de rentrer dans l'histoire, j'allais de plus en plus loin. Puis même si j'en ai fait de très grands portraits en dessin géant, très, très, très signifiant, très expressif, j'arrivais pas à dépasser ma fascination pour l'idée du portrait lui-même. En même moment, je travaillais à partir de l'idée du rocher parce que, par expérience personnelle, le rocher dans la mer, quand on navigue en océan, les rochers sont terrifiants parce que, en Alaska, par exemple, les rochers font 1000 mètres. Donc, quand se présente un rocher dans l'océan, il faut le contourner parce qu'il y a une série de courants, il y a une série de dangers infinis qu'il faut se prévaloir. Donc, ils sont super beaux, mais il faut se tenir super loin. Donc, ce rapport-là entre la beauté et la mort est devenu fondamental. Puis ensuite, j'ai continué avec l'acte 2 qui s'est appelé « Exploit », où j'ai suivi la vie d'un explorateur norvégien qui a essayé de suivre le trajet des Vikings. Donc, lui est parti en kayak solo, puis a essayé de suivre le trajet des Vikings, donc de Leif Erikson, donc qui est descendu de la Norvège au Groenland au Canada. Puis, je me suis super intéressée à son histoire parce que c'est une histoire dramatique, elle finit mal. Puis, c'est pas drôle. Puis à la fois, il était gentil. Il était gentil. Il était gentil, mais l'histoire finit mal parce qu'il était aux prises avec son défi de lui-même, puis il était aux prises avec un certain narcissisme de l'explorateur. Puis là, c'est cette phase-là que j'ai explorée avec l'exposition Exploit, le narcissisme de l'explorateur, jusqu'à quel point quelqu'un peut oublier où est sa limite de vie et de mort. Donc, je l'ai retracé, j'ai contacté sa famille, j'ai refait des archives, etc. Donc, j'ai travaillé avec une fausse archive de l'exploration pour cette exposition-là. Quand est arrivé le moment de travailler sur le paysage miraculeux, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler à partir d'une anecdote qui m'est arrivée en Alaska, puis c'est le point de départ de l'exposition, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. À un moment donné, dans l'expédition qu'on avait fait, on a accosté sur une île. Mon collègue a eu un tour de rein. Et puis, notre brûleur, pour faire cuire notre nourriture sèche, qui était absolument important dans notre vie, c'était l'objet le plus important de la Terre, était pris plein de sel, fait qu'il fonctionnait de moins en moins. Puis, on avait l'occasion de le faire fonctionner une fois par jour. Puis, on ne pouvait pas utiliser autre chose pour manger que ça.
Puis c'était pas le bon moment non plus pour pêcher parce que c'était la fin de la saison des grizzlies. Donc, les grizzlies commençaient à descendre sur le bord de l'eau. Donc, il ne fallait pas pêcher parce qu'on allait avoir de la visite. Puis, on ne voulait pas avoir cette visite-là. Donc, après, à un certain moment, j'ai commencé à aller fouiner dans la forêt. Puis, je me dis, bon, ben c'est bon, hein, je vais aller trouver des plantes, puis je vais les manger. Puis, ça va bien aller. Puis là, quand je me suis promenée dans la forêt, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'environnement. Je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais rien repéré. J'étais comme un peu stupide, dans le fond, parce que j'étais partie en Alaska dans une situation de survie, puis je ne connaissais pas l'environnement dans lequel j'étais. Donc, me rendre compte de ça m'a fait prendre conscience de tous les risques que je prenais, puis de tout ce que j'avais à apprendre, dans le fond. Puis, le fait de regarder des plantes, puis je n'étais jamais capable de me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, de me dire avec un doute que ça pouvait être mauvais, j'ai commencé à regarder l'environnement autrement. Quand je suis revenue au Québec, j'ai rencontré M. Serge Payette parce que j'étais très intéressée par ce sujet-là. Puis, comme il s'occupe de l'herbier Louis-Marie à l'Université Laval, je pensais que c'était la meilleure personne, et effectivement, pour chercher et savoir comment faire un herbier. Parce que, à la fois, l'herbier correspond à l'explorateur du début des cabinets de curiosité, donc la collection de l'environnement. Puis, à la fois, pour moi, ça parlait vraiment de la plante. Donc, chercher la plante, chercher à connaître son environnement. Donc, j'ai commencé à collectionner les plantes, mais j'ai collectionné des plantes mortelles. Vu mon expérience, vu ma peur de la toxicité, j'ai commencé à collectionner la plante mortelle, puis j'allais collectionner pendant 2 ans. C'est une partie de ce que vous allez voir à Sporobol si vous y allez. Donc, je vous invite d'y aller, d'ailleurs. Donc, il y a 7, de mon herbier que j'ai confectionné, il y a 7 plantes. Donc, 7 plantes particulièrement toxiques ou épidermiques, là, soit qui vous brûlent ou soit vous en mourrez carrément. Donc, encadré dans cette idée du cabinet de curiosité. Donc, l'objet très beau, l'objet qu'on a envie de mettre sur son mur parce que c'est beau. Mais à la fois, quand on connaît qu'est-ce qui est à l'intérieur, ça crée une autre dimension. Donc, c'est très simple. C'est un objet conceptuel. C'est un peu comme un ready-made, dans le fond. Prendre quelque chose de la nature puis le mettre dans un encadrement. Puis, je suis très à l'aise avec ça. J'ai rajouté dans cette exposition-là un élément sculptural aussi qui, pour moi, fait sens avec ma relation à l'expédition et à l'explorateur, qui est la situation de l'endurance. Parce que pour moi, l'explorateur, c'est aussi l'endurance. L'endurance au territoire, l'endurance à une équipe, l'endurance à l'avancement, l'endurance à son propre désir de conquête. Il y a comme une endurance à beaucoup de choses dans l'exploration. Puis il y a beaucoup dans ma relation à l'exploration, par contre. Puis une relation à la performance aussi, c'est-à-dire une performance physique intense, quelque chose que j'aime explorer aussi, parce que la performance intense me permet de confronter mes propres limites. Donc, à un moment donné, il y a toujours une limite. Puis de cette limite-là, je crée une finalité dans la sculpture. Donc, rapidement, la sculpture, c'est un ensemble de 7 sculptures qui créent une montagne inversée, qui ont été suspendues au plafond, donc sont en équilibre sur le plafond de Sporobol. Quand on a monté les sculptures sur place, parce qu'il n'y en a aucune qui sort et qui rentre à Sporobol. Donc, ces sculptures-là sont vraiment faites pour l'espace du lieu, ce qui était très important pour moi aussi dans la relation à l'exploration, mais la relation au territoire aussi. Parce que c'était important pour moi de travailler à partir du territoire actuel pour mon exposition, qui est le territoire de la galerie. Donc, travailler à l'intérieur du territoire, créer quelque chose qui est en relation avec ce territoire-là. Ensuite, l'accrochage qu'on voit peu sur la photo ici, a tout été pensé, monté et a vraiment tiré du sol. Donc, ce jeu-là de travailler en équipe pour monter des sculptures au plafond fait aussi partie pour moi d'une idée de l'explorateur, c'est-à-dire que l'explorateur, à part les explorateurs qu'on voit récemment qui fonctionnent seuls, mais l'exploration, pour moi, se fait en équipe, se monte en équipe, se construit en équipe, puis se termine en équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, cette notion-là, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi explorer dans l'exposition à Sporobol. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, parce que j'ai parlé beaucoup. Donc, je pourrais laisser la parole à quelqu'un d'être avec un peu plus de relation à la nature.